L'émotion et la colère, je le rappelle, après le meurtre de Louise, 11 ans, alors qu'elle rentrait du collège. Nous sommes avec Jean-Pierre Bouchard, psychologue, criminologue. Quelles sont les pistes possibles? C'est ce qui nous intéresse. Quel mobile, je disais, pour le tueur, monsieur Bouchard? Alors, il y a trop peu d'éléments, justement, pour répondre précisément à ces questions. Ce qui semble apparaître pour l'instant, c'est que la petite fille a été touchée dans des zones vitales du corps à plusieurs reprises, donc il y a une intention de tuer, mais on ne sait pas si cette intention est née au moment de la rencontre avec la petite fille, ou si elle préexistait, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été visée, ciblée, est-ce que c'est un assassinat? On ne sait même pas si les agresseurs ou l'agresseur connaissaient ou ne connaissaient pas la victime, donc c'est très difficile d'émettre des pistes. Les pistes sont extrêmement nombreuses, entre le rôdeur, le malade mental, la rencontre qui tourne mal, donc tout ce genre de choses assez classiques sont possibles, et il serait dangereux d'en privilégier une parce que ça permettrait donc de sous-estimer une piste qui pourrait être la piste, la bonne en quelque sorte. Donc pour l'instant, c'est très très difficile de répondre à ça. Je comprends. Audrey est avec nous qui voulait intervenir. Bonjour. Et les parents que nous sommes, les grands-parents aussi parfois que nous sommes, ce que disait d'ailleurs Gérald Darmanin. Gérald Darmanin dit aujourd'hui ce qu'on ne disait pas il y a simplement 5 ans. Bah oui, il faudrait être fou pour ne pas voir qu'il y a un sauvagement de la société. On n'est plus dans un sentiment d'insécurité, comme disaient certains. Donc le réel ayant sauté aux yeux des uns et des autres, chacun comprend que, effectivement, tu laisses plus les gosses à 11 ans tout seuls. Alors qu'il y a 50 ans, ils étaient tout seuls. Ils faisaient tout seuls. Ils allaient à l'école tout seuls. Ils allaient au sport tout seuls. Ils allaient à la plage tout seuls l'été, que sais-je. On est avec Audrey qui a 2 enfants. Bonjour Audrey. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous habitez dans quelle ville, Audrey? Alors, j'habite un village en Corrèze, Ébury. C'est la première fois que vous nous appelez? Exactement. Donc vous êtes quand même a priori protégé. C'est un village de campagne, si je comprends bien, en Corrèze. On est en pleine ruralité, exactement. Bon, a priori, la sécurité est plus grande dans un village de campagne au centre d'une grande ville. Théoriquement. Quel âge ont vos enfants? Alors, ma grande a 8 ans et le plus petit a 4 ans. Bon, l'école est à combien de votre domicile? À 6 km. Ah oui, donc de toute façon, il est hors de question que... Et en plus, c'est en RPI. Voilà, il y a une partie... Ça veut dire quoi, RPI? RPI, pardon. Il y a une partie où c'est maternelle et CP ici à Ébury, et après, ça dépend d'un autre village. Ça veut dire quoi, RPI, parce que je ne suis pas un spécialiste? C'est un regroupement des écoles pour que les écoles continuent à vivre dans les petits villages. Regroupement pédagogique. Nous avons la maternelle et le CP à Ébury, et le CE1, CE2 qui se fait dans un village à côté à 10 km. Mais il y a combien d'habitants dans votre village? Exactement, je ne peux pas vous dire. Mais c'est un petit village. C'est un petit village. Bon. Et qu'est-ce que vous y faites comme métier? Alors moi, je ne travaille pas du tout là. Je travaille à 50 km de chez moi. Je suis accompagnant éducatif et social en maison d'accueil spécialisée. Donc tous les jours ou régulièrement, vous faites 100 km aller-retour? Exactement. Oui. Donc c'est un budget. C'est un budget aussi. Bon. Et le mari, il fait quoi? Alors lui, il est cariste dans une usine sur Uzerche. Donc lui, il a moins de route. Il a 10 km. Mais non, mais c'est intéressant de voir comment vous avez préféré sans doute cette vie un peu à la campagne pour le plaisir, j'imagine, de la campagne. Tout à fait, on a un cadre de vie qui est extraordinaire dans le sens où moi, mes voisines, c'est les vaches. À côté de ça, c'est vrai que j'ai de la route pour aller travailler, mais c'est un bonheur d'être à la campagne aussi. Non, mais pour des enfants. Alors, les enfants, ils vont comment à l'école? Il y a un un ramassage scolaire le matin? Justement. Alors, malheureusement, je ne peux pas bénéficier de car. Parce que nous sommes dans notre lieu-dit que 2 enfants, donc les miens. Il faut avoir 3 à 4 enfants minimum pour pouvoir bénéficier du car. Donc j'ai fait des demandes au niveau de la région et ça a été refusé à plusieurs reprises. C'est quelle région? Région Nouvelle-Aquitaine maintenant. Mais on va les appeler, nous. On va faire ça. Bon. Est-ce que vous faites attention pour la sécurité? Parce que c'est pour ça que vous nous appelez. Est-ce que vous faites attention pour la sécurité? Mais ils ont 8 et 4 ans, donc il y a quand même peu de moments dans la vie où ils sont tout seuls à 8 et 4 ans. Quoi qu'il arrive, les parents sont toujours là à accompagner tout.
Exactement. Donc là, moi, j'ai la chance d'avoir une mamie qui est assez cool avec les petits enfants et qui essaye d'être là malgré le fait qu'elle travaille encore à 65 ans. Mais je vais être obligée de prendre dès l'année prochaine, de par mes amplitudes horaires, parce que j'ai quand même des horaires pas évidents. Je vais devoir prendre quelqu'un qui va devoir les ramener à mes frais. Il n'y aura pas d'aide, évidemment. Donc du coup, pour la sécurité, parce que de toute façon, même s'il y avait un arrêt de bus, c'est ce que le maire de la commune m'avait expliqué, l'arrêt de bus serait au minimum à 800 mètres de la maison. Donc il serait, parce qu'ici, il n'y a pas les arrêts de bus comme en ville, donc les enfants sont souvent posés, petits bus ou grands bus, sur les grands axes. Donc il n'y a pas de sécurité non plus. Il n'y a pas de passage piéton. Les enfants sont posés à un coin et c'est à eux de traverser. Donc il n'y a jamais de police, ou d'accompagnant pour permettre aux enfants d'assurer une sécurité. Donc c'est vous qui emmenez tous les matins vos enfants à l'école. Voilà, soit moi, soit mon mari, soit la mamie. Soit la mamie. Bon, et ils sont dans la même école à 8 ans et 4 ans ? Alors pour l'instant, oui, c'est la dernière année parce que Louis est en moyenne section et ma grande Céleste est en CE1. Et l'année prochaine, elle va devoir changer d'école et aller à l'école du village d'à côté à 10 km. Parce qu'en CE1, on change déjà d'école. Il n'y a pas de CE2. Non, pas dans notre commune. C'est le principe du RPI, c'est pour faire vivre deux écoles. C'est pratique. Bon, en tout cas, Louis et Céleste, c'est vraiment c'est des prénoms, d'abord des très très jolis prénoms que vous avez choisis, mais c'est vrai que les enfants qui naissaient dans les années 1910, 1920, il y avait des Louis et des Célestes, et pile 100 ans plus tard, il y a de nouveau des Louis et des Célestes. Donc je vous félicite parce que c'est des très très jolis prénoms. Bon, vous inquiétez évidemment pour l'avenir. Vous inquiétez pour l'avenir, forcément, quand ils vont grandir. Évidemment. Dans une société qui sont sauvage, bon, vous avez quelques inquiétudes. Des grosses inquiétudes, évidemment. En tant que maman, c'est logique. Et quand on voit dans les faits d'actualité et que c'est répétitif, très malheureusement, oui, évidemment qu'en tant que maman, on se met un petit peu à la place des autres, parce que ça peut nous arriver. Oh, ne vous mettez pas à la place, parce que c'est d'ailleurs personne ne peut se mettre. On peut pas se mettre à la place. C'est tellement. Mais non, mais vous avez raison. Mais moi, je comprends. On dit tout ça, ou je comprends. Parfois, on dit je comprends ce que tu peux éprouver de ça. La vérité, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire que le drame absolu, le sentiment d'injustice, de violence, de savoir déjà que son enfant est mort dans des conditions abominables, où son enfant évidemment aura pensé à ses parents avant de mourir. C'est inimaginable, pour tout vous dire, et je ne sais pas comment tu arrives à vivre ensuite, comment tu arrives à oublier cette séquence que tu ne peux pas d'ailleurs oublier, et qui à chaque seconde de ton existence doit contaminer ta vie, et qui fait qu'elle s'arrête, bien sûr. Mais complètement. On est avec Jean-Pierre Bouchard. Jean-Pierre, une chose, parce que Gérald Darmanin disait, oui, la société s'en sauvage de plus en plus. Et je crois que la courbe des homicides, Monsieur Bouchard, elle baissait, je crois, depuis le Moyen-Âge. Elle baissait vraiment depuis... Bon. Et depuis 10 ans ou 15 ans, elle remonte pour la première fois. C'est quand même... Oui. Est-ce que ce que je dis d'abord est juste ? Oui, c'est juste, et puis il y a aussi les tentatives, et puis les agressions au sens général, qui ne débouchent pas forcément sur des homicides. Donc vous avez aussi souligné le fait qu'il y a de plus en plus de ports d'armes blanches, c'est le cas là, de l'agresseur de la petite Louise, puisque apparemment il était muni d'au moins une arme blanche, et que les agressions au couteau et autres sont extrêmement nombreuses, ce qui est un problème. Et là, la politique pénale peut avoir un effet. S'il y avait une condamnation systématique au premier fait, délinquentiel ou criminel, ce serait de nature à freiner les récidivistes potentiels. Donc on voit bien que les choix politiques peuvent avoir une incidence. Alors ce serait pas, on n'arriverait pas au risque zéro évidemment, mais on peut certainement abaisser statistiquement le seuil le nombre d'agressions qui se passent, qui se multiplient et qui peuvent déboucher sur ce genre d'événements et d'autres, parce que il n'y a pas que les homicides, il y a aussi les agressions graves et les agressions répétées. Et sur ces récidivistes, il y a une possibilité d'agir pénalement. Non, mais ce qui est nouveau quand même, c'est qu'on a l'impression de voir débarquer dans nos sociétés
des cultures venant du tiers-monde, si j'ose dire. Donc une société de règlement de compte, d'hyperviolence, une société sans État aussi, sans État puissant, ce qui existe parfois effectivement, ou ce qui existait parfois dans ces pays du tiers-monde, des modes de règlement de comptes comme avec des conflits, des enchaînements de vengeance qui n'en finissent pas, une sorte d'omerta aussi. Donc tout ça, effectivement, à Meaux, à Damary-lès-Lys, tout ça n'est pas exactement la France dans laquelle moi j'ai grandi dans les années 70. Il y a toujours eu une part, bien sûr, de violence. Elle était, me semble-t-il, assez encadrée, assez elle ne se faisait pas comme cela partout, toujours et tout le temps. Donc c'est l'import, je le dis, de sociétés. Oui, je n'ai pas d'autre terme que de trouver des sociétés sans État importées du tiers-monde, Monsieur Bouchard. C'est en partie vrai, oui. Alors après, il faudrait qu'il y ait des statistiques fines par rapport à ça, évidemment. Mais effectivement, on voit que certaines fois, il y a des corrélations. Alors, il faut savoir qu'un individu, ça se construit. Ça se construit, c'est-à-dire qu'on a tous accepté des normes, des valeurs, et surtout de les respecter par l'éducation des familles, par l'éducation des proches, des parents, de la collectivité. Et si ça ne suffit pas, alors on construit comme ça un gendarme intérieur, ce qui fait que dans la tête on a ça, on respecte les autres, on respecte leurs personnes, leurs biens, etc., etc. Et si ça ne suffit pas, il y a la règle pénale, le code pénal, qui doit s'appliquer systématiquement pour ceux qui choisissent volontairement de ne pas respecter ces éléments essentiels de la société, c'est-à-dire respecter les autres au sens très général du terme, quelles que soient ces personnes. Écoutez, je vais vous remercier pour évidemment ces informations, ces précisions. Je remercie également Audrey avec ses 2 enfants.